Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. Dis-moi, pour tes vieillissements, tu utilises pas mal de fûts neufs, mais aussi des fûts roux. Est-ce que tu peux nous dire pour les fûts roux ce qui avait été le contenu des fûts roux? Pour les fûts roux américains, c'est des ex-bonbons. Ex-bonbons qui viennent du Kentucky, qui viennent de chez la distillerie Bean, donc Jim Beam. Donc c'est des fûts qui sont quasiment neufs, ils ont 3 ans, très très bon état. Donc c'est pour ça qu'on a choisi avec notre tonnelier cette distillerie-là, que lui-même fournit d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir des fûts de cette distillerie. Et pour la zone humide, donc le chêne français, c'est des ex-cognac. De chez Dernière petite chose que je voulais rajouter sur le vieillissement, c'est que en fait, avec ce principe-là, on va créer une collection. La collection s'appelle Intarsia. Intarsia, c'est l'art du bois. Et l'art du bois, nous, on entend l'art du vieillissement par le bois. Et le but est de créer en fait 4 hommes vieux dans cette collection. Donc le premier, c'est Caracoli, qui est 3 ans et 3 mois de la zone sèche. On aura un 6 ans et 6 mois, qui sera aussi pareil, sur le même assemblage que Fleur du Vent, que Caracoli, qui va s'appeler, il faudra attendre un petit peu pour le savoir. Vous savez qu'on est assez fort dans ça. Caracoli veut dire. Alors justement, que veut dire Caracoli justement? C'est posé la question juste avant l'émission. C'est la pointe extrême de la Martinique. C'est la pointe la plus à l'est et c'est l'entrée de la baie du Trésor. D'accord. Voilà. Ok. Et en fait, sur cette pointe-là, il y a des levées de soleil qui sont très très rouges. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de présentation, mais ça rappelle beaucoup les couleurs qu'il y a dans la bouteille. Et donc, c'est de là qu'est venue cette idée. Voilà. Donc, je disais, dans cette collection, il y aura 2 rhums vieux de la zone sèche, donc Caracoli et le 6 ans et 6 mois. Et pour la zone humide, on aura un 4 ans et 4 mois que je suis en train d'assembler en ce moment là, qui sera de 2019 donc, et qui sera le même assemblage que Fruits des Pluies. Alors, on est toujours dans la même logique, mais cette fois-ci c'est Fruits des Pluies, donc la zone humide. Et on aura un 8 ans et 8 mois. Voilà. Okay. Le but est d'avoir dans cette collection 2019 les 4 hommes, mais elle va être un peu déconnectée dans le temps, cette collection. Oui, forcément. Puisque cette année, je vais sortir Caracoli 2020, que je suis en train d'assembler, et je vais sortir aussi le 4 ans et 4 mois de la zone humide, mais de 2019. Donc à chaque fois, il y aura en fait des petits décalages comme ça, et pour constituer la collection 2019, il faudra attendre 4 ou 5 ans. Ouais, pour avoir le 8 ans et 8 mois. Voilà, c'est ça. Donc, ça va prendre du temps. Ça va forcément intéresser les amateurs qui sont assez pointilleux sur ça, parce que ça va vraiment donner, si vous voulez, l'impact que peut avoir les fûts. On a l'impact du terroir, on a l'impact des années, et là, on va avoir l'impact du vieillissement. Et c'est vraiment ça l'ADN de Baie des Trésors. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, l'impact de Baie des Trésors, c'est de pouvoir donner une expérience au consommateur. Je pense que ce n'est pas trop fort de le dire, qui sera unique, avec des choses qu'on ne fait pas pour le moment, en tout cas ailleurs. Voilà. C'est vraiment l'idée. Alors, on a un auditeur qui nous pose la question si tu as des infos à nous donner concernant un futur bout de Cologne. Il y en a qui sont bien informés. Voilà. Oui, on est en train de travailler sur un projet Brut de Cologne qui sera un très 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 beau projet. C'est vraiment quelque chose qui sera en toute petite quantité. On va faire 1000 bouteilles. Et oui, c'est un Brut de Cologne. Je peux déjà dire que ça sera un Brut de Cologne bio, voilà. Mais qu'il y aura aussi d'autres. Arrête de rire, Jerry. Qu'il y aura aussi. Jerry, c'est tout. Oui, mais le problème, c'est qu'il est venu dans les chais. Donc, quand tu viens dans les chais, tu vois tout ce qui s'y passe. Bon, donc, c'est un Brut de Cologne bio et oui, il sera vieilli dans quelque chose de très très particulier, maturé dans quelque chose de très particulier qui va vraiment donner
là aussi, une expérience unique au consommateur en termes de goût. C'est vraiment très intéressant. Alors, Du sinon, on a coup, un autre attends juste, auditeur qui nous Benoît, demande. pardon, Oui, vas-y, vas-y. Benoît. Du coup, brut de colonne, et tout à l'heure, tu disais qu'un des caractéristiques de distillation chez Saint-James, c'est que c'est distillé bas, au minimum de l'AOC, si je ne pas dis. Du coup, ce brut de colonne sera pareil, distillé bas dans les 65. Non, alors, en fait, dans les 65, on a 4 parcelles et 2 cuves. En fait, pour faire, quand on distille en ce moment, pour faire les volumes dont on a besoin pour mettre en vieillissement, on a à peu près 14 cuves de fermentation. Il y en a 12 qui sont à degré brut de colonne, c'est-à-dire entre 72 et 75, et on a 2 cuves qui sont à 65. Ok, On fait sortir à 65. D'accord. Donc, ça marche. c'est-à-dire qu'à partir à partir du milieu de la 12e, on commence à descendre de degrés. Quand la 12e est finie, on est à 65. Et là, les 2 dernières sont à 65. Et ensuite, on remonte pour refaire le lendemain, voilà. Et ainsi de suite. Comme ça. Ok, merci. Alors, on a un autre Sinon, auditeur pour celui-là, Oui, vas-y. ça sera un brut d'une seule colonne. Il va sortir que d'une seule colonne. On a sélectionné une colonne parmi les 3 Ok. qu'on utilise. Thomas te demande combien de fûts tu as actuellement en vieillissement et s'ils sont toujours à l'habitation La Salle, donc, ou si ça a déménagé. On sait que vous avez eu pas mal de changements en termes d'infrastructure récemment, pour ceux qui ont un peu suivi ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, aujourd'hui, on a 1420 fûts en vieillissement. Avec, C'est très précis. incluant les millésimes 2023. On a à la salle 1000 fûts, un petit peu moins de 1000 fûts, et le solde, c'est-à-dire 424, ils seront dans notre chai d'ici fin octobre au niveau du Galion, à côté de la cuverie. Alors, effectivement, on a un bâtiment qu'on a rénové qui est la cuverie, qui était une ancienne purgerie, et on est en train de rénover en fait une autre purgerie qui, elle, va contenir à peu près 1000 fûts. Et donc les 424 premiers vont arriver, qui sont pour le moment effectivement à la salle toujours, mais pas dans notre chai, dans un chai à côté. Et on va les faire transvaser dans notre chai au niveau du Galion. Et à terme, on aura 3 chais au Galion plus une cuverie. Alors, il y a un autre volet qui est vachement important pour vous, c'est le volet environnemental. Je pense en tant que planteur, tout d'abord, tu dois avoir un certain attrait par rapport à ça, mais également, ça se voit en fin de compte également sur votre produit. Vous avez été parmi les premiers à utiliser du verre entièrement recyclé pour vos bouteilles, que ce soit au niveau des bouchons en fibre de canne. Euh, Quel est votre positionnement par rapport à ça? Parce que l'environnement reste quand même un enjeu majeur aujourd'hui. Tout le monde en parle, beaucoup de gens font des choses. Chez BD Trésor, ça se passe comment? Alors c'est vraiment le point central de notre, j'ai envie de dire, de notre travail au quotidien. Et tous les produits, même dérivés qu'on fait, doivent s'inscrire dans cette, euh, dans cet esprit-là. Les pochons, par exemple, qu'on a avec les bouteilles qui sont vendues notamment chez les cavistes, c'est des pochons qui sont en carton recyclé et recyclables. On a créé pour la fin de l'année, parce qu'on a beaucoup de demandes commerciales pour des coffrets en fin d'année, des coffrets, une bouteille, un verre, etc., etc. Donc on a créé des coffrets, un verre, une bouteille, qui sont en craft pareil recyclé, avec la même police et le même décor dessus. Pareil pour les mignonnettes, on a fait des mignonnettes, enfin c'est plus des mignonnettes, hein, c'est des 20 centilitres, qui sont exactement la même réplique que la grosse bouteille, en verre recyclé, avec le bouchon qui est fait pareil, exactement en bois, et avec le bouchon technique à base de bagasse. Donc voilà, on est vraiment dans cet esprit-là, pour que quand on nous demande des cadeaux de fin d'année, on puisse proposer quelque chose déjà de tout fait, et qui est dans cet esprit d'utiliser un maximum de matériaux recyclés, plutôt que d'aller acheter des paniers en osier dont on ne sait pas trop où ils viennent, et emballer ça dans du papier plastique où on est sûr qu'il ne va pas être recyclé non plus. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de pousser le raisonnement très très loin. On a fait aussi des petits carnets qu'on offre à nos clients et j'ai envie de dire aux gens du club, ou tous ceux qui peuvent en faire la demande. On a des petits carnets qui sont pareils en matériaux recyclés. Voilà, donc vraiment, on est dans cet esprit d'utiliser un maximum de ce qui peut se faire, quitte à être des fois
un peu hors marché, mais bon, voilà, c'est vraiment l'esprit dans lequel on veut avancer. Est-ce que tu penses que le fait d'être agriculteur finalement, parce que ça reste quand même ton métier également, te rend plus sensible par rapport à cette question environnementale? Je me souviens d'une visite qu'on avait faite il y a quelques années de certaines parcelles qui étaient déjà entièrement sous l'eau, notamment qui a un gros problème en Martinique actuellement parce que l'île est en train de rétrécir littéralement. Est-ce que le fait de voir ça quotidiennement, vraiment quand tu sors dans tes champs, te rend forcément beaucoup plus sensible que des gens qui sont derrière leur bureau dans une équipe marketing et qui font un peu n'importe quoi? Bah, c'est sûr que nous, on subit de plein fouet les variations du climat, Mm. j'ai envie de dire, quotidiennement, ou en tout cas annuellement. Moi, ça fait maintenant 23 ans que je travaille en Martinique et je vois les évolutions et je vois les, les, les différents cataclysmes climatiques qu'on peut avoir. Alors, ce Mhm. n'est pas des cataclysmes au sens où on va avoir des maisons arrachées et des toits arrachés. Mais quand vous avez du vent à 100 km/h, ben, votre champ de canne, il est couché par terre, hein. Mhm. Donc, euh, voilà, ça arrivait exceptionnellement. Maintenant, ça arrive de plus en plus régulièrement. Et forcément, on est extrêmement touché par ça. Et on essaye d'avoir le moins d'impact sur notre terre, puisque c'est cette terre-là qui va nous faire de belles productions de canne pendant les années à venir. Et si on la détruit maintenant, ben, forcément, on ne pourra plus en faire. Donc on est vraiment dans cette démarche, euh, notamment dans la non-utilisation de pesticides. C'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire, c'est la mode, mais nous, on n'a pas pris Mhm. ça comme une mode, on a vraiment pris ça très au sérieux, en essayant de développer des techniques alternatives. Alors c'est difficile, les rendements baissent, on a des sueurs froides des fois sur les tonnages de certaines parcelles. Mais j'ai envie de dire, c'est le lot de tous les agriculteurs aujourd'hui qui ont embrayé le changement de type de production dans le monde moderne. Parce que le monde moderne aujourd'hui, ben, il veut que la main-d'œuvre soit de moins en moins utilisée pour le travail, j'ai envie de dire, qui est fatigant. Donc il faut voilà, qu'on développe des machines, il faut faire appel à de l'intelligence technologique. Voilà. Mais tout ça, ça doit se développer sur une culture qui est finalement très peu développée dans les pays européens, on va dire, hein, même si Mhm. on est loin de l'Europe, on est des pays européens, et donc ce qui n'est pas le cas au Brésil, où voilà, au Brésil, c'est 700 millions de tonnes de canne à sucre produit. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas du tout le même enjeu pour le producteur de machines au Brésil ou chez nous. Chez nous, une machine à désherber, s'il y en a 10 de vendus dans l'année et pour 10 ans, c'est beaucoup. Ça n'intéresse personne de développer une machine pour 10 personnes, 10 agriculteurs. Donc voilà, donc on est vraiment dans cet esprit-là, on essaye tous les jours de s'adapter au nouvel environnement qu'on a, sachant que l'environnement n'est pas fixe, il évolue tout le temps. Mhm. Justement, tu as Ouais. parlé du bout de fût qui sera bio. Est-ce que tu vas développer tes parcelles en bio? Alors aujourd'hui, on a 7 hectares en bio de canne, hein, mais on a aussi de la banane plantain bio et on a aussi du cacao bio. On a d'ailleurs un très très beau projet cacao pour faire des chocolats à base de nos rhum et de notre cacao. C'est juste un petit trésor de plus, on aura l'occasion d'en parler. Et du miel aussi, à base de miel. Et du miel. Eh ouais. Il est très très bon le miel et là on va sortir nos premières bouteilles pour la fin de l'année, enfin j'ai envie de dire. Donc oui, on est sur cette culture de bio, mais pour le moment, on y va à tâtons, parce que là, franchement, on est vraiment dans l'extrême avec un des très très gros problèmes qu'on a. Moi, je n'ai pas l'habitude d'employer la langue de bois, hein. On a un gros problème avec tout ce qui est raticide. On a Mhm. énormément de rongeurs en Martinique, et c'est vraiment un très 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 gros problème, avec beaucoup de ravages dans les cultures, surtout quand la canne est à maturité. Donc voilà, donc il faut trouver des techniques entre guillemets un peu anciennes. On mettait des sardines et je sais pas quoi, mais bon voilà, on tâtonne, on cherche, on regarde comment on peut s'adapter à ça. Et pour le moment, nos 7 hectares de bio sont bien et on a une bonne production. Ok. Bon, comme tu disais, tu distilles chez Saint James.
Comment ça se passe le premier contact? Quand tu contactes Saint James et tu dis Salut, j'aimerais bien distiller chez vous. Alors déjà, est-ce que tu as fait que Saint James? Est-ce que tu as contacté d'autres distilleries? Comment ça se passe? Non. Alors, on a choisi que Saint James pour une raison historiquement, l'usine de Sainte-Marie, avant que ça soit Saint James, c'était une usine de sucre, et le Galion, qui était aussi producteur de sucre, ont toujours essayé de s'associer face aux difficultés des différentes années. À un moment donné, l'usine de Sainte-Marie a fermé et c'est le Galion qui faisait le sucre pour l'usine de Sainte-Marie, parce que son outil de production était arrivé en fin de vie, etc. Donc la décision avait été prise de s'associer. Donc déjà depuis ce temps-là, donc on est dans les années 1950, 60. Donc déjà depuis ce temps-là, il y avait quand même une forme d'entente entre les deux exploitations. Même si l'actionnariat de Sainte-Marie a changé, celui du Galion, lui, n'a pas changé. Il a toujours eu la mémoire de ce qui s'est passé. Et donc, les dirigeants de Sainte-Marie ont toujours été très proches des dirigeants du Galion. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand je suis arrivé au Galion en 2013, Sainte-Marie était l'unique distillerie qui était livrée. Et en fait, c'était livré, des années c'était 3000 tonnes, des années c'était 1000 tonnes, des années c'était 3000, 4000 tonnes. Et en fait, c'était fonction des pannes de l'usine du Galion. Donc dès que l'usine du Galion était en panne, au lieu d'arrêter les chantiers, on envoyait les cannes à Sainte-Marie. Voilà. Okay. Donc c'était pas très construit comme partenariat. Et ce qu'on a voulu faire, moi ce que j'ai voulu faire, c'est stabiliser en fait les tonnages, puisqu'on avait deux problèmes à cette époque-là. Le premier problème, c'était le prix de la canne, qui était très bas. Et deuxièmement, le deuxième problème, c'est que les industriels manquaient de canne à sucre. Donc on a passé un contrat d'abord avec Sainte-Marie, en mettant un prix sur un tonnage minimum, de manière très simple. Voilà, je te livre 4000 tonnes, quel prix tu me donnes? Donc on a monté le partenariat comme ça, et au fur et à mesure des discussions, est arrivée en fait la possibilité de pouvoir distiller chez eux, avec notre cahier des charges. Donc ça a fait beaucoup rire même Jean-Claude Benoît au début. Mais finalement, de fil en aiguille, on est arrivé à un accord, et aujourd'hui, on a un vrai partenariat qu'on a signé entre RMSJ et M. Caillard directement, et nous, pour qu'on puisse continuer en fait à avoir cette espèce de synergie qu'on a. On ne fait pas que distiller chez eux, on ne fait pas que leur livrer des cannes à sucre, on a aussi des échanges techniques, des essais, des échanges de variétés, voilà. Donc on a un vrai partenariat sur les enjeux en fait qui sont vraiment colossaux à venir. Okay. Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocailu.